Voilà! Voici ma vidéo, ce que vous devez savoir avant de partir en Inde. Petit disclaimer d'abord, je ne suis partie que 1 mois et demi, 2 mois en Inde, voilà pourquoi j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. L'Inde c'est un pays qui est énorme, on va retrouver des cultures, des langues, beaucoup de paysages différents. Donc cette vidéo c'est vraiment une vidéo un peu générale sur ce que vous devez savoir si vous partez en Inde. Je vous invite à aller chercher des infos plus précises par rapport à la région où vous allez partir. Vous pourrez trouver plein d'infos sur internet. C'est parti! Tout d'abord, ce que vous devez savoir sur l'Inde, il s'agit du deuxième pays le plus peuplé au monde. On a plus d'1,3 milliard habitants. C'est un pays d'Asie du Sud qui se trouve notamment entre le Pakistan, le Népal et le Sri Lanka. La majorité des habitants parlent hindi, il s'agit d'une des 2 langues officielles. La plupart des habitants sont hindous, donc 80% de la population est hindoue. On retrouve aussi beaucoup de musulmans, de chrétiens, de bouddhistes et il y a énormément d'autres religions. La capitale de l'Inde c'est New Delhi, c'est la plus grosse ville qui se trouve au nord du pays. C'est un pays extrêmement diversifié, que ce soit par rapport au nombre de religions qu'on y retrouve, au nombre de langues, aux cultures, aux paysages. Dernière chose que vous devez savoir, l'Inde c'est un pays en forte croissance économique, qui est en grande mutation, mais c'est aussi un pays où on va avoir des très fortes inégalités au sein de la population, des inégalités de richesse. Le premier point, c'est l'argent. La monnaie locale c'est le roupie. Regardez un petit peu les taux de change, mais quand j'y étais, 80 roupies valait plus ou moins 1 euro. Je pense qu'aujourd'hui on est plus aux alentours de 90 roupies. Donc vous devez tout diviser par 80 ou 90, ce qui fait qu'en général vous avez des prix qui vous paraissent énormes, des très grands nombres, alors que ça ne vaut pas grand chose en euros. L'Inde, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est un pays qui est très bon marché, donc vous pouvez manger pour presque rien si vous allez dans des endroits locaux. Je me souviens que je pouvais manger donc un plat local, un thali, des naan, ce genre de choses pour 60 ou 80 roupies, ce qui équivaut à 1 euro voire moins d'1 euro. Nourriture, très bon marché donc, à part si vous allez bien sûr dans des restos un petit peu plus chic. En général ce genre de resto va aussi servir de la nourriture plus européenne. Là vous allez payer un petit peu plus cher, mais ça reste vraiment pas cher, donc aux alentours peut-être de 4-5 euros. Pour ce qui est des visites, vous allez voir il y a tout le temps des prix spéciaux pour les touristes, quel que soit le site que vous voulez visiter. C'est parfois 10 fois plus cher que le prix que les locaux vont payer, ce qui est un petit peu ralent parce que parfois on peut payer 6-7 euros pour visiter un site alors que les locaux payent 1 euro voire moins. Les transports locaux sont aussi relativement bon marché, pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous pouvez laisser un pourboire lorsque vous prenez un tuk-tuk, que vous allez au restaurant, mais c'est pas obligatoire. Vous verrez beaucoup de mendiants, c'est un petit peu inévitable lorsqu'on va en Inde. Voilà, à vous de voir si vous voulez donner ou pas. Je déconseille quand même de donner aux enfants parce qu'en général, lorsqu'on a des enfants qui m'ont dit, l'argent ne va pas leur revenir à eux, ce sont des personnes autour, des sortes de mafia locales qui gèrent un peu ça. Aussi, sachez que si vous donnez à une personne, il y a des chances qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui viennent vous demander par après. Important à savoir, il faut absolument tout négocier. Dès que vous prenez un tuk-tuk, vous devez négocier le prix. Vous savez que parce que vous êtes européen et que ça se voit, ils vont vous demander des prix totalement exorbitants. Une fois que vous avez un peu une idée de combien vous devriez payer par exemple pour prendre votre tuk-tuk, vous négociez le prix. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez faire absolument si vous voulez pas vous faire arnaquer. Vous pouvez aussi négocier pour tout ce qui est logement si vous n'avez pas réservé sur internet. Et vraiment n'ayez pas peur, ils ont l'habitude, donc il faut négocier. Deuxième point, la nourriture. Comment vous dire que la nourriture indienne c'est ma nourriture préférée. C'est extrêmement varié, donc en fonction d'où vous allez en Inde, que ce soit dans le nord, dans le sud, l'est, l'ouest, vous allez avoir des plats qui sont parfois totalement différents. Donc ne soyez pas étonnés. Si par exemple vous voulez manger des dosas dans le nord, c'est presque impossible parce que c'est un plat qu'on retrouve exclusivement dans le sud. Nourriture très variée, donc vous pouvez avoir vraiment toutes sortes de plats, beaucoup de riz en général, beaucoup de plats épicés, de plats en sauce, de pain, des naans, des dosas, ce genre de choses. C'est relativement épicé, c'est assez connu, surtout dans le sud, donc n'hésitez pas à demander no spicy, et vous verrez que même si vous demandez pas épicé, votre plat sera quand même bien épicé. Tout dépend un peu de votre tolérance au piquant. Si vous aimez manger, vous allez adorer tester tous ces plats parce qu'il y a vraiment une variété énorme et tous les plats sont bons, ont du goût. On retrouve aussi beaucoup de fruits, donc des mangues, des bananes. Essayez de tester un peu ces fruits qu'on a très peu chez nous et qui sont mais succulents là-bas et ne coûtent presque rien. Les Indiens boivent aussi
beaucoup de thé, du chai, donc c'est un thé avec du lait qui est assez sucré. Si vous aimez bien ça, vous pouvez en trouver un petit peu partout. J'ai oublié de mentionner que c'est hyper facile d'être végétarien ou végétarienne en Inde. Au restaurant, il y a toujours des plats sans viande, donc vous avez votre menu, une partie avec tous les plats avec de la viande et l'autre partie avec les plats sans viande, les plats végétariens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toute une partie de la population indienne, donc une partie des hindous, qui sont végétariens, donc certaines castes ne peuvent pas manger de viande. Voilà pourquoi c'est hyper facile d'être végétarien. Comme je vous l'ai dit, les plats sont très bon marché, donc on mange pour presque rien en Inde. Voilà pourquoi je vous conseille d'aller quand même dans des bons restaurants. De manière générale, ne pas acheter de la nourriture en rue. Aller dans un resto où on peut s'asseoir, un resto fermé. Si vous pouvez regarder un petit peu les critiques sur internet, c'est pas mal aussi. N'hésitez pas à aller dans des restos qui semblent un peu haut de gamme. Pourquoi je dis ça? Parce que bien sûr, si vous mangez dans la rue, si vous êtes dans des restos qui ont l'air un peu moins clean, il y a des chances que vous tombiez malade à un moment ou à un autre. Ça m'est arrivé une fois, je suis tombée malade pendant 3-4 jours et je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout. Évitez bien sûr tout ce qui est eau, donc l'eau du robinet on ne boit pas. Tout ce qui est glaçon, donc si vous prenez un soda, essayez de demander sans glaçon. C'est vraiment bête mais il suffit d'une fois pour que vous soyez malade pendant plusieurs jours. Essayez donc soit d'acheter des bouteilles en plastique, soit d'avoir du chlore pour chlorifier votre eau et pouvoir boire cette eau qui est à la base pas potable, ou alors d'avoir une gourde avec un filtre qui va vous permettre donc de filtrer l'eau et de la rendre potable. Vous devez savoir que les Indiens mangent presque tout le temps avec les doigts, donc même si c'est du riz, ils vont manger avec les doigts. Ils mangent aussi en général des grands plats qu'ils se partagent. Par exemple, s'ils vont au restaurant, ils vont prendre plusieurs plats qu'ils vont tous se partager. C'est vraiment dans la culture indienne de partager. Donc c'est très peu comme chez nous où on va au resto et chacun prend son plat. Et à la limite on peut goûter le plat de l'autre. On partage vraiment tout, donc on prend un plat, on le partage, même si on prend 2 sandwichs, on va les partager. Voilà, c'est vraiment une autre mentalité mais c'est assez chouette et il faut vraiment se mettre dans le bain. Le troisième point, c'est le logement. En Inde, vous pouvez loger dans des hostels, des auberges. Il n'y en a pas partout, donc principalement dans les grandes villes, il va y en avoir. À Delhi, il y en a quelques-unes. Dans le nord, il y en a un petit peu aussi. À Bangalore, je pense qu'il y en avait une peut-être. C'est pas hyper développé, parfois il n'y a pas du tout d'auberge, d'hostel, donc je vous conseille plutôt alors d'aller vers des hôtels qui en général ne sont pas très chers. Attention aux photos que vous allez voir sur internet, ça arrive assez souvent que l'hôtel, l'auberge a l'air vraiment clean sur Booking ou sur internet, vous allez sur place et c'est pas du tout la même chose, c'est pas spécialement propre. Voilà, on peut pas vraiment se fier aux photos qu'on trouve, malheureusement c'est mieux d'aller sur place pour voir un petit peu à quoi ressemblent les chambres. Cinquième point, les transports. Il y a pas mal de moyens de transport en Inde. Premièrement, vous avez les rickshaws, donc les sortes de tuk-tuk que vous pouvez prendre un petit peu partout, très pratique, vous les retrouvez sur Uber ou sur Ola, donc vous pouvez les commander comme ça vous permet d'avoir un prix qui est correct. Sinon vous pouvez bien sûr regarder combien ça vous coûterait et essayer de négocier avec un tuk-tuk, un rickshaw dans la rue. Je vous recommande ce moyen, c'est assez sympa, ça vous permet de parler avec des locaux lorsqu'ils parlent anglais et c'est assez rapide. À côté de ça, on a bien sûr les bus locaux, ils sont en général un petit peu bondés, donc soyez patients. Vous avez aussi des bus de compagnie privée qui vont faire des plus longues distances lorsque vous allez par exemple dans le nord, dans les montagnes, à partir de Delhi. Ces bus sont plus modernes et vous devez réserver votre place à l'avance. Vous pouvez commander votre place sur redbus.in, je vous conseille ce site qui est assez bien fait. Vous avez aussi des trains, donc on va avoir des prix différents en fonction de la classe que vous prenez. Je n'ai pas pris le train donc je peux pas vraiment vous conseiller par rapport à ça, mais c'est un moyen de locomotion vraiment très pratique en Inde pour voir les paysages. C'est aussi très économique. Vous pouvez checker les trains sur 12 Go Asia. J'ai pris plusieurs fois le métro à Bangalore et à Delhi. Les métros sont assez modernes, ce qui est étonnant quand même, et plus cher que les bus. Vous allez voir que dans les bus et dans les métros parfois, il y a des places qui sont réservées aux personnes âgées et à côté de ça des places qui sont réservées aux femmes. Il y a même parfois des wagons réservés aux femmes dans les métros. C'est assez spécial au début, on comprend pas trop. Il est aussi possible de louer une voiture ou un scooter, ce qui est assez fréquent. Attention à savoir, c'est que l'état des routes n'est en général pas top, ça dépend bien sûr où vous êtes. Et donc si vous louez un scooter, il faut savoir qu'il y a énormément de trafic et que parfois les routes ne ressemblent pas à grand chose. On a l'impression qu'il y a eu un bombardement il y a 3 jours. Donc sachez-le, je pense qu'il faut avoir un petit peu l'habitude pour rouler sereinement en Inde, mais il y a quand même pas mal de gens qui le font. Et c'est vrai que c'est très pratique pour se déplacer, d'avoir son propre moyen de locomotion. Le 6e point, la langue. Il y a 22 langues qui sont reconnues par la constitution indienne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de langues que ça en Inde, il y a énormément
énormément de dialectes. Et il y a 2 langues qui sont officielles et qui vont être utilisées entre autres par le gouvernement, ça va être l'anglais et l'hindi. En fonction d'où vous allez en Inde, vous allez avoir une langue différente. Par exemple, j'ai été un moment dans le Karnataka et ils parlaient le Kannada. Dans l'état d'à côté, ils parlaient autre chose. Donc en général, en fonction de l'état dans lequel vous trouvez, ils parlent une autre langue. Ce qui est assez drôle avec cette diversité de langues, c'est que par exemple des locaux qui n'ont pas spécialement suivi d'études vont parler simplement la langue qui est parlée dans leur état, et s'ils vont dans un autre état, ils seront incapables de communiquer avec les Indiens qui vivent dans cet état parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Mais les Indiens qui sont éduqués parlent en général plusieurs langues, donc ils vont parler la langue de leur état, l'hindi et l'anglais parce que les cours en général sont en anglais. Avec l'anglais, vous pouvez vous débrouiller. Je vous conseille quand même d'apprendre quelques mots d'hindi, et si vous séjournez pendant longtemps, d'apprendre quelques mots de la langue de l'état dans lequel vous vous trouvez. Voilà, avec l'anglais, vous pouvez vous débrouiller. Attention, il va falloir vous habituer à l'accent indien lorsqu'il parle anglais. Moi j'adore cet accent, je le trouve vraiment sympa. Au début c'est parfois un peu difficile de se comprendre, particulièrement lorsqu'on est au téléphone avec un indien qui a un accent assez fort. Il faut un petit peu s'habituer à cet accent, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est bon. Le 7e point, c'est la météo. C'est assez difficile de vous parler de la météo en Inde parce qu'elle varie énormément en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez et des périodes de l'année bien sûr. Je peux vous dire que de manière générale, il y a 4 saisons en Inde. On a d'abord la saison fraîche qui a lieu de décembre à février. On va retrouver les températures les plus froides, les plus fraîches, entre 25 et 30 degrés en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez. Il est fortement recommandé de visiter l'Inde pendant cette période, ça vous permet d'éviter les pluies et d'éviter les fortes chaleurs. La deuxième saison est la saison sèche de mars à juin. On va retrouver des températures très élevées, donc j'étais en Inde à ce moment-là. Et je peux vous dire que les 43 degrés à New Delhi, je les ai sentis. Pendant cette période, on va retrouver des températures très chaudes, donc jusqu'à 43 degrés dans le nord et 48 degrés dans le sud. Là, il fait vraiment très chaud, mais le temps reste encore généralement sec. Ensuite, on a la troisième saison, c'est la saison des pluies. En général, c'est de juillet à août. Tout simplement, il pleut. Bien sûr, ça dépend toujours d'où vous vous trouvez, mais il n'est pas très conseillé de voyager en Inde à cette période. Et enfin, on a la mousson de septembre à novembre. Bon, là, je dois pas vous expliquer, je pense. Voilà, donc de manière générale, il est conseillé d'aller en Inde de mi-novembre à fin mars. Ce sont les meilleures périodes. J'ai pas été en Inde à cette période-là, vu que j'y étais en mai-juin. Lorsque j'y étais, il commençait à pleuvoir dans le sud. J'aurais bien voulu aller dans le Kerala, qui est une magnifique région du sud, mais c'était impossible parce qu'il pleuvait toute la journée. Et dans le nord, comme je vous l'ai dit, il faisait extrêmement chaud. Donc c'était clairement pas la meilleure saison pour y aller. Sachez que de manière générale, en Inde, il fait chaud. Vous n'aurez pas froid, sauf si vous allez dans les montagnes. Donc moi j'ai été dans l'Himalaya, donc là vous allez avoir une température bien sûr plus fraîche, mais sinon il fait généralement chaud. En fonction d'où vous vous trouvez, vous allez avoir un climat qui va être plus sec ou un climat qui va être plus humide, donc renseignez-vous bien avant de partir. Je vous conseille de toujours mettre des habits longs pour vous protéger de la chaleur, pour vous protéger du soleil. Lorsqu'il fait 40 degrés, vous avez l'impression d'être dans un four, donc c'est mieux d'avoir des habits longs pour vous protéger, et bien sûr mettez de la crème solaire quoi. Aussi certains endroits sont fermés hors saison, donc vraiment renseignez-vous parce que si vous partez quand c'est hors saison, vous aurez peut-être difficile à trouver des logements ou difficile à trouver des restaurants qui vont être ouverts. Il faut savoir qu'avec le changement climatique, on a vraiment un dérèglement du climat, et chaque année la saison des pluies commence un peu à une autre période. Donc essayez vraiment de vous renseigner avant de partir, mais vraiment de manière générale, retenez que mi-novembre, fin mars, c'est la meilleure saison pour partir. Le 8e point, c'est le GSM. Je ne peux vous conseiller qu'une chose en Inde, c'est d'acheter une carte SIM. Ça va vous faciliter la vie, ça va vous permettre de vous repérer un petit peu partout. Surtout si vous voyagez seul, c'est quand même rassurant d'avoir de la 4G. Ça ne coûte vraiment pas cher, donc je me souviens avoir payé 259 roupies pour un mois et pour avoir 2 gigas par jour. Donc c'est assez drôle, leur système est un peu différent, donc c'est à dire que vous allez avoir des gigas que vous pouvez dépenser chaque jour. Voilà, vraiment pas cher, donc je vous conseille d'acheter une carte SIM, c'est plus simple. Si vous voulez faire sans, vous pouvez aussi faire sans, et je pense que vous saurez vous débrouiller, mais vous devrez plus compter donc sur l'aide des habitants par exemple pour vous repérer. Pour avoir cette carte SIM, j'ai quand même un petit peu galéré parce qu'il fallait énormément de documents, c'était jamais les bons, etc. Prenez votre mal en patience. Si vous devez avoir une carte SIM, je pense que c'est plus simple de la prendre à l'aéroport directement, même si ce sera plus cher. Le 9e point, ce sont les documents que vous devez avoir. Lorsque vous partez en Inde, vous avez besoin d'avoir votre passeport. C'est assez logique. Vous devez aussi acheter un visa. Je vous conseille d'acheter un e-tourist visa, ça se fait en ligne.
ligne. C'est assez simple même s'il y a beaucoup de documents et de questionnaires à compléter. Notamment vous devrez dire si vous connaissez des personnes qui habitent au Pakistan, ce genre de choses. Voilà, des questions un petit peu sensibles, donc vous devez compléter ce formulaire pour pouvoir obtenir votre visa. À votre arrivée à la douane, on m'avait dit que les douaniers indiens ne sont pas toujours très sympas. Je pense que j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un douanier qui était correct. Il m'a posé quelques questions, donc apprêtez-vous à devoir répondre à des questions. Où est-ce que vous allez loger, ce que vous faites en Inde, voilà, mais rien de très inquiétant. Le visa touristique est valable 1 an, en tout cas celui que j'avais pris, je pense qu'il y en a un qui est valable moins longtemps. Je pense que c'est 1 mois ou 1 an. Si vous prenez celui qui dure 1 an, ça veut dire que vous ne pouvez rester que 90 jours de suite en Inde. Donc sachez-le, vous pouvez rester 3 mois, ensuite vous devez quitter l'Inde et ensuite vous pouvez revenir. Vous ne pouvez pas rester 1 an de suite. Je vous conseille de remplir le questionnaire pour obtenir votre visa quelques jours, au minimum 1 semaine avant de venir en Inde, parce que ça peut prendre un petit peu de temps avant que vous le receviez. Faites bien attention à tout ce qui est relatif au Covid si vous devez faire un test PCR. Il y a plusieurs vaccins qui sont recommandés, je vous conseille d'aller bien checker sur internet et demander à votre médecin traitant. De manière générale, il est conseillé de faire le vaccin contre l'hépatite A, l'hépatite B, l'encéphalite japonaise, la typhoïde et si vous allez dans le nord et que vous faites des longs treks, le vaccin contre la rage. Le 9e point, la sécurité. C'est un petit peu la question que tout le monde me pose lorsque je dis que je vais en Inde, et c'est aussi ce qui me faisait le plus peur avant de partir, c'est tout ce qui est lié à la sécurité. Est-ce que c'est vraiment safe de voyager en Inde? Tout d'abord, vous devez savoir qu'en Inde, il y a toujours du monde. Où que vous alliez, il y aura du monde. Les gens vont vous regarder parce que on voit que vous êtes un touriste, une touriste. Vous allez être dévisagé presque tout le temps, particulièrement lorsque vous êtes une femme. L'Inde, c'est un petit peu le gros bordel. C'est vraiment genre à l'opposé de tout ce que l'on connaît ici. C'est un petit peu un choc au début lorsqu'on arrive parce qu'on a beau être renseigné, c'est toujours différent lorsqu'on le vit soi-même. Les gens sont extrêmement curieux, ils aiment bien vous poser des questions, ça m'arrivait souvent, j'étais assise sur un banc et des Indiens venaient me parler simplement parce qu'ils voyaient une étrangère, ils n'en voient pas souvent, surtout si vous n'êtes pas dans des régions spécialement touristiques, ils veulent savoir d'où vous venez, etc. En général, c'est vraiment très gentil et très innocent. Ils veulent aussi tout le temps vous aider. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on vienne me demander si j'avais besoin d'aide, mais vraiment sans chercher à avoir quelque chose en retour, donc simplement pour vous aider. Il y a aussi beaucoup d'Indiens qui vont vous demander pour prendre des selfies avec vous, à voir si vous acceptez ou pas. Au début on pourrait se dire ah je vais accepter, c'est gentil, etc. Mais sachez que par exemple si vous êtes dans un endroit où il y a des centaines d'Indiens, si vous acceptez un selfie, ça veut dire que d'autres personnes vont vous demander pour faire un selfie et vous n'avez pas fini. Choisissez bien. Moi je disais non lorsque c'était un homme qui était seul ou seulement des hommes, mais si c'était une famille, ça m'arrivait de dire oui, parfois je disais non. À vous de voir. Voyager lorsque vous êtes une femme, c'est le point qui est pour moi très important à expliquer dans cette vidéo. Est-ce que c'est safe? Je ne conseillerais pas à une femme de voyager seule en Inde pendant un long moment, même si j'ai rencontré des femmes qui voyageaient seules. Sachez que vous aurez des regards insistants tout le temps, surtout de la part des hommes. Il faut accepter ça et en fait on peut rien faire, on peut pas changer. Il faut savoir que j'ai entendu des histoires, des choses horribles qui sont arrivées à des femmes qui voyageaient en Inde. Rien ne m'est arrivé de grave, mais sachez-le, ce n'est pas 100% safe pour une femme. Voilà pourquoi je vais vous donner quelques petits conseils. Porter des habits longs, pour moi ça c'est vraiment la base, parce que déjà si vous avez des habits longs, un long pantalon, un long t-shirt, on va vous dévisager. Alors si vous êtes en short, ce genre de choses, évitez tout simplement, sauf si vous êtes vraiment dans un milieu super safe, que vous connaissez les gens, que vous êtes à l'intérieur, là c'est différent. Évitez d'être seul, particulièrement le soir. Ayez toujours un GSM avec vous, c'est aussi important je pense. Restez toujours vigilante et dites-vous bien que vous pouvez toujours compter sur les gens qui sont autour de vous, donc s'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à interpeller quelqu'un. Et pour moi ce qui reste vraiment fondamental lorsqu'on voyage seul, particulièrement lorsqu'on est une femme, c'est de simplement suivre son instinct. Si on ne sent pas une situation, si on ne sent pas quelqu'un, on ne lui fait pas confiance, c'est aussi simple que ça. Voilà, sachez que c'est possible de voyager seul, j'ai rencontré des femmes qui le faisaient, mais peut-être si vous êtes seul, en tout cas si vous arrivez seul en Inde, essayez de rencontrer des gens pour voyager un petit peu avec vous, particulièrement à Delhi. Delhi pour moi c'était un peu la ville, très grosse ville avec énormément de monde, on peut être un peu perdu et se sentir vraiment genre dévisagé tout le temps. Perso je m'attendais à pire parce qu'on m'a raconté tellement d'histoires sur l'Inde et au final je me suis rendu compte que les gens étaient extrêmement gentils et que la plupart des Indiens étaient bienveillants et voulaient m'aider. Mais sachez
sachez que parmi autant de personnes, bien sûr, il y a certaines personnes qui n'ont pas des bonnes intentions. Et le dernier point, ce que vous devez faire en Inde. Je vais vous parler de ce que j'ai vu. Donc d'abord j'ai été dans le sud, j'étais à Bangalore pendant quelques temps dans une école. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo. Bangalore c'est une très grosse ville, c'est une ville assez sympa, pas très touristique. Après ça j'ai été voir une amie qui habitait près de Mangalore, donc à la mer. Ce qui était drôle c'est que le climat est totalement différent à Mangalore. Il est beaucoup plus humide tandis qu'à Bangalore il va être plus sec. Il fait tellement humide que tu fais que transpirer. Après ça j'ai été dans le nord, donc j'ai été à Delhi. Je ne vous conseille pas de commencer par New Delhi lorsque vous arrivez en Inde. D'ailleurs la plupart des voyageurs que vous rencontrez vont vous le déconseiller parce que c'est vraiment un énorme choc. Je vous conseille de commencer par d'autres villes. Parce qu'il faisait trop chaud lorsque j'étais à New Delhi, j'ai décidé d'aller dans les montagnes. Les montagnes je vous le conseille, c'est vraiment très beau et c'est très différent du reste de l'Inde que j'avais vu. J'ai d'abord été à Castle qui est un petit village hippie dans les montagnes qui était vraiment très sympa. Ensuite j'ai été à Barshani et à Tosh. Je vous recommande aussi, c'est vraiment très reposant. Après ça j'ai été à Manali. Manali c'est un peu une grosse station touristique dans le nord de l'Inde, donc beaucoup d'Indiens de Delhi notamment vont à Manali lorsqu'il fait trop chaud à New Delhi. Et enfin j'ai été à Dharamshala et plus particulièrement à MacLeod. C'est où il va y avoir le temple du Dalai Lama, donc le Dalai Lama qui a fui le Tibet se retrouve là, et donc là on va retrouver une très grande communauté de Tibétains. J'avais un peu l'impression d'être au Tibet, donc d'avoir changé de pays. C'est vraiment très joli, donc je vous le conseille aussi. Sinon dans le nord de l'Inde on m'a beaucoup conseillé Mumbai qui est vraiment sympa et Jaipur. Je vous conseille aussi d'aller à Goa. Goa c'est un ancien port portugais qui est apparemment aussi très sympa. En conclusion, je vous conseille de partir en Inde si vous êtes intéressé par la culture indienne, si vous avez envie de voyager dans un pays qui est très bon marché, où on a une nourriture très variée, où on peut aussi bien voir la mer que la montagne, faire du sport, faire de la randonnée, voir des temples, avoir un aspect spirituel. Vous trouverez d'office ce que vous aimez, je pense, en Inde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été un petit peu utile. C'est simplement mes petits conseils pour vous si vous partez en Inde. Renseignez-vous bien sûr, et je pense qu'il y a plein d'autres vidéos, plein de sites internet qui vont vous informer plus précisément sur l'endroit où vous partez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des infos en plus que je n'ai pas mentionnées. Je pense qu'il y en a des milliers dans cette vidéo. Gros bisous!